Alors, bonsoir à tous, aux courageux qui sont encore là. Donc je vais vous parler de la téléconsultation. Alors pour pas qu'il y ait de confusion, parce qu'on a parlé de la consultation tout à l'heure post-AVC pluridisciplinaire, la consultation dont je vais vous parler là, c'est la consultation post-AVC faite par le neurologue, la consultation qu'on fait systématiquement après tout accident vasculaire, et c'est ça dont il s'agit. Et mon collègue, après de MPR, parlera de la téléréhabilitation. Alors, moi, je vais vous dire ce qui se passe en 2023 sur la téléconsultation, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nos aînés, vous voyez, c'était un... Alors, je ne sais pas si on peut parler sur les deux. Alors, nos aînés, notamment l'équipe de Besançon, il y avait... c'est un peu trop petit parce que je ne le vois plus. Il y avait Pierre Amarenko, Thierry Moulin, bien sûr. Et c'était un congrès en 2004, donc ça fait 20 ans. Et c'était en fait sur les enjeux de la télémédecine. Et voilà un petit peu ce qu'il nous disait. Donc on était en 2004. Hein, et pourtant, il ne s'agit encore que des balbutiements de la télémédecine. Demain, transfert d'images et visioconférences permettront d'agir directement depuis son unité de soins intensifs, de son bureau, de chez soi, de sa voiture, de son PDA, pour échanger des idées, des informations, etc. La distance médecin-patient sera en partie abolie. La technologie est prête. Déjà, les prix baissent. Le coût, efficacité et le confort sont plus qu'évidents en hôpital et même en cabinet de ville. Donc ça, c'est il y a 20 ans. Quand on parle de télémédecine au sens large, en fait, il y a 4 piliers. Celui qui va nous concerner, c'est celui de la téléconsultation, mais sous ce grand chapeau de télémédecine, il y a également la téléexpertise, la télésurveillance et la téléassistance. Et en fait, le cadre légal a énormément évolué ces dernières années. Vous savez que la téléconsultation est passée dans le droit commun dès 2018, en septembre 2018, et qu'il a été la télésanté droit commun 2021, et là, début de cet été, pour la télésurveillance. Donc les choses évoluent très vite pour ce qui est du cadre législatif. Revenons à la télémédecine et neurologie, pour après faire un focus sur l'AVC, mais déjà, en introduction, ce qu'on peut dire, c'est que la télémédecine et l'AVC, on connaît ça depuis très longtemps, et on connaît ça en fait sur l'AVC, en phase aiguë d'AVC, puisque ça a été vraiment le stroke de phase aiguë, a été un des premiers modèles de téléneurologie. Il est décrit depuis 1999 et les équipes pionniers dans le domaine, c'est l'équipe de Thierry Moulin à Besançon, l'équipe de Mounier-Vénier à Lens, et puis après l'équipe de Marseille, et puis l'équipe de Dijon. Et les choses ont suivi pour la phase aiguë des accidents vasculaires. C'est-à-dire que le fait on n'a pas une UNV sur place, on prend un patient pour un accident aigu et on téléphone à l'UNV, plus ou moins visio, pour prendre en charge, donc téléstroke, pour prendre en charge le patient. Donc ça, on connaît, ça a été largement validé, ça fait l'objet d'une méta-analyse récente qui montre bien qu'aujourd'hui, le télé-AVC en phase aiguë rend service au patient dans la mesure qu'il est pas moins efficace qu'une prise en charge en présentiel sur place avec l'UNV, que ce soit en termes d'outcome, d'évolution neurologique, mais également en termes de mortalité. Donc, on a bien compris, le télé-AVC, la téléneurologie, c'est surtout le télé-AVC, c'est le stroke aigu, la démonstration, elle est faite. Mais que se passe-t-il pour le reste? Et pour le reste, les autres spécialités, on a très peu de données. Donc, n'ayant très peu de données, il y a eu une enquête nationale qu'on a réalisée avec la SFN, la Société française de neurologie, la Société française de neurovasculaire, la SFT et la FFN, en février 2019. Et puis on a posé une question, qu'on soit neurologue de ville ou neurologue hospitalier, est-ce que, dans vos pratiques, vous faites de la télé... Alors la question qui était posée, c'est est-ce que vous faites de la télémédecine au sens large ? Et là, alors c'était essentiellement des hospitaliers qui nous ont répondu. Et là, la réponse, on est en 2019, et la réponse, finalement, moins de un neurologue sur 2 faisait, en 2019, de la téléconsultation. Et en fait, on retrouve le chiffre qu'on connaissait, essentiellement du télé-AVC.
Et pourquoi je commence par ça? C'est qu'on voit bien qu'il y a néanmoins une difficulté à nous, neurologues, à s'approprier cette nouvelle façon de pratiquer la médecine, cette nouvelle modalité, et qui provient du fait que on a été un peu élevé au lit du patient, en tapant les réflexes, en cherchant des troubles sensitifs avec notre diapason, en faisant des testings moteurs, le réflexe cutano-plantaire. Donc on a été élevé dans cette en tous les cas au lit du patient, dans cette sémiologie qui fait finalement tout notre champ de pratique en clinique. Alors, pour autant, est-ce que cet examen clinique il pourrait être réalisable en visio? Donc ça a été évalué. En fait, ça commence déjà par des choses extrêmement simples, et c'est ce qu'on apprend aujourd'hui en télésémiologie à nos étudiants en médecine, avec des UE qui sont faites déjà très précocement maintenant dans les universités. C'est apprendre ce que c'est de la télésémiologie, et ça ne s'invente pas. On ne peut pas commencer d'emblée une consultation en visio en disant je vais faire comme je faisais dans mon cabinet. Donc c'est des choses qui s'apprennent, et il y a beaucoup de publications qui nous disent finalement vous avez une checklist auquel vous ne démordrez pas, surtout sur un patient que vous ne connaissez pas, et vous allez être systématique. Donc là, c'était une étude, en fait, c'était une étude monocentrique. Alors vous allez voir dans toutes les études que je vous montre, en termes de, il y a d'énormes biais méthodologiques, et elles sont extrêmement critiquables. Néanmoins, elles ont le mérite d'exister. Donc là, c'était une étude allemande, et c'était assez simple. Un patient venait dans un cabinet de neurologie, il était vu dans un premier temps par le neurologue en présentiel, et puis après, il passait dans une autre pièce où il y avait un assistant, et puis là, un autre neurologue faisait, bien sûr, les neurologues ne communiquaient pas, en tous les cas pas avant d'avoir examiné chacun le patient, et faisait un examen à distance. Et donc, ce qu'on note, c'est que l'examen au lit du patient en présentiel était plus court que celui qui était fait en visio, et puis on déclinait 22 items qui étaient toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont la checklist, et en fonction de ces items, après ils faisaient une corrélation finalement sur qu'est-ce qu'ils avaient trouvé à leur examen clinique. Et donc, déjà, il y a des soucis techniques, parce qu'il y a eu 9 vidéos qui ont été interrompues sur les patients évalués. Mais finalement, en termes de corrélation, dès lors qu'on s'est établi sur une checklist et un examen systématique, ça a été plus long, mais on a trouvé finalement les mêmes choses, mais on voit bien qu'il y avait quand même besoin d'un assistant à côté. Alors à partir de là, il y a cet édito qu'on a tous vu passer, la téléneurologie, c'est finalement de la neurologie, donc il va falloir se l'approprier. On voit que ce n'est pas si simple, mais après, j'ai envie de dire, mais est-ce que ça rend vraiment service aux patients? Et malheureusement, vous allez voir qu'à travers les études, je ne peux pas vous répondre. Il y a des questions de bon sens. Voilà ce qu'on trouve un peu dans la littérature. Alors, c'est toujours des études, la plupart du temps, monocentriques. Là, c'était en fait dans l'Arkansas. Alors là, pour le coup, c'était c'était des cliniques qui avaient recensé en fait près de 1500 patients qui étaient sortis d'hospitalisation pour une pathologie neurologique. Et à la sortie, on leur disait, est-ce que vous acceptiez que plutôt que je vous revoie en présentiel, est-ce que vous acceptez de faire plutôt une visio pour cet examen de suivi? Là encore, je suis dans la neurologie générale. Et en fait, on se rend compte qu'un patient sur 2 était prêt à accepter. Donc là, on est en 2016. Un patient sur 2 était prêt à accepter, et c'était volontiers ceux qui avaient un trajet supérieur à 1 heure. C'est-à-dire que clairement, il s'était dit, bah oui, mais à l'hôpital, on sait combien de temps ça va y passer. Ce d'autant que là, ce n'était pas corrélé au handicap, mais on sait combien ceux qui attendent très plégiques, qui ont envie de pisser sur le brancard, qui nous attendent parce qu'on est en retard, qui attendent l'ambulancier, on sait combien ces délais sont extrêmement déjà longs et extrêmement inconfortables. Bon, donc, ceux qui avaient des séquelles, c'est ce que je viens de vous dire, ils disaient oui, volontiers oui, parce que c'est pas très agréable d'arriver avec son hémiplégie à l'hôpital et d'être transporté. Et puis beaucoup, parce que c'est pas la France, ces coûts de transport là ne sont pas pris en charge. Et donc il y a des patients qui disaient moi ça me coûte trop cher d'aller à l'hôpital, donc oui, une visio. Donc voilà, c'était une étude finalement pour un peu évaluer le ressenti des patients. Une deuxième étude publiée plus récemment, alors là les auteurs se sont intéressés à des patients neurologiques avec des pathologies neurologiques, c'est une méta-analyse, pardon. Ils sont intéressés à tout patient neurologique pour lesquels un suivi a été proposé. Ils ont regardé que les essais randomisés, et ils sont tombés sur à peu près 25 études.
Et essentiellement, on le voit, 11 études comportaient des patients AVC. Alors d'emblée, les auteurs ils disent ça va être compliqué parce que tout le monde n'a pas du tout la même méthode. On voit bien qu'il y a des échantillonnages qui sont très faibles, d'un côté très hétérogènes de l'autre. Et donc on va avoir du mal à conclure et il y a de nombreux biais. Mais notre littérature aujourd'hui, elle est faite que de ça, donc il faut aussi savoir la regarder. Et qu'est-ce que concluent nos études? Ils disent finalement sur tous ces patients neurologiques, évalués, sur tous ces patients neurologiques, il semble que l'AVC est quelque chose qui pourrait vraiment bénéficier d'un suivi en visio, et ils expliquaient donc sur l'évolution neurologique les critères qui avaient été retenus, notamment la dépression et la qualité de vie, ce qui ne sortait pas, mais peut-être pour un problème encore une fois de taille, d'échantillonnage ou d'hétérogénéité, sur les autres pathologies. Donc un signal qui est fait sur ce suivi du patient AVC. Néanmoins, quand on regarde ce qui s'est passé sur ces 11 études, ils ont tout mélangé. Ils ont mélangé la réhabilitation, et on va voir que pour le coup, il y a plein de publications sur la réhabilitation. Moi, la question qui m'est posée, c'est le suivi post-AVC en visio. On mélange les appels téléphoniques, ça n'a absolument rien à voir avec une évaluation en visio. Donc on voit bien qu'il y a un grand fourre-tout. Néanmoins, le signal est donné que probablement que cette population AVC, ça a du sens. Une autre étude qui fait du focus, là encore, sur de l'AVC, c'est des patients qui ont été hospitalisés pour un accident vasculaire, et quel que soit leur âge, s'ils n'avaient pas trop de déficit, s'ils n'étaient pas trop cognitivement altérés, on leur proposait un suivi, et puis on regardait finalement à la fin quelle était finalement leur satisfaction. On n'est pas du tout en train d'apprécier l'efficacité de cette télémédecine. Et donc ce qu'on voyait, c'est que le fait d'avoir proposé déjà dans les suites de l'accident vasculaire, le fait d'avoir proposé, alors déjà il faut savoir que 40% des patients avaient accepté un suivi, et le fait d'avoir proposé une visio, cette visio on l'a faite plus tôt qu'on aurait dû faire la consultation en présentiel. Et je suis étonnée parce qu'il disait diminuer de 18 jours, on va voir que dans l'équipe de Besançon, on a gagné beaucoup plus de temps encore, de délai. Le temps, en tous les cas, économisé pour le patient était évalué à 88 minutes et la distance épargnée était de 60 km. J'ai envie de dire, c'est une évidence, mais faut-il l'écrire? Quoi qu'il en soit, il y avait des problèmes techniques. Là encore, 5% de problèmes techniques avaient été dépistés sur le pré-test, c'est-à-dire le test qui avait été fait en amont de la consultation. Alors, là, une étude qui s'est intéressée à du stroke senior. Alors, quand j'ai vu l'âge des seniors, je me dis, oups! Et je les trouve un peu jeunes pour des seniors, parce qu'ils les ont pris à partir de 64 ans. Mais bon, ils ont fait un focus, ils viennent de faire un AVC, ils ont plus de 64 ans, et ils vont leur proposer un suivi en visio à la maison, plutôt que venir alors c'était pas en neurovasculaire, en fait, c'était le médecin généraliste qui les suivait, c'était pas un neurologue, et le médecin généraliste disait, écoutez, non, je vais pas venir vous voir au domicile, je vais vous voir en visio. Et là encore, on est sur des méthodologies un peu surprenantes, mais c'était des études, en fait, c'est des entrevues semi-structurées qui étaient faites. On est sur un faible nombre de patients et on évaluait, donc est-ce qu'ils avaient trouvé ça pratique, est-ce qu'ils avaient trouvé ça utile. Et là, alors bien sûr, ils ont trouvé ça extrêmement intéressant, pratique, parce que plus rapide, mais il y avait deux choses qui ressortaient. Le fait que plus ils étaient âgés, plus ils étaient en difficulté et plus ils étaient déficitaires cognitivement âgés à manipuler ces outils numériques. Et puis la deuxième chose, c'est que les patients très âgés disaient « Moi, quand même, quand le médecin il arrive et qu'il met la main sur la cuisse, ça me rassure. » Et ce qu'ils n'avaient pas avec, la visio. Alors, je dirais que je vais vous présenter les résultats de... C'est probablement Besançon qui aujourd'hui a eu le mérite de publier ces suivis en téléconsultation post-AVC. C'est probablement eux qui ont la plus grande aujourd'hui expérience. Voilà, c'est toujours l'équipe de Thierry Moulin. Donc ils sont partis de quoi? Ils ont fait un état des lieux qui est de dire... Donc ils ont commencé en 2016. Ils ont fait un état des lieux en disant on a un réseau énorme, le télestroke on en fait. Donc on fait de la thrombolyse à distance, mais quid de ces patients? Parce qu'on ne va pas tous pouvoir les revoir en consultation. Donc on a généré un flux de patients énorme, mais nous, à Besançon, on n'est pas assez de docteurs pour voir tout le monde. Donc comment fait-on? Et ils voyaient notamment, ce qu'ils remarquaient, c'est qu'ils passaient énormément de temps
à gérer, après l'hospitalisation, les mails. Et on le sait tous, et je crois qu'il faut aussi, on parlait de la consultation pluridisciplinaire, mais cette première consultation post-AVC, elle est essentielle. Et elle nous prend, nous, énormément de temps. C'est la consultation qui boucle le bilan étiologique. On regarde, le Holter-ECG, ça a donné quoi? Le bilan du sujet jeune, c'est une consultation qui est extrêmement stéréotypée. On coche, c'est de la checklist. Le LDL, on en est nous, la tension, l'hémoglobine glyquée, l'activité physique. Donc c'est vraiment de la checklist. Et ils se rendaient compte que finalement, il y avait plein de choses qui traitaient par mail. Donc ça devenait, c'était pas valorisé. 2, ils y passaient beaucoup de temps. Et ils se sont dit, faut qu'on arrange ça, mais on n'a pas beaucoup de docteurs pour le faire. Donc on va trouver une autre idée. Et donc, donc ils ont vu plus de 7000 patients, et plus les années passent, et ça c'est la photographie en fait, de ce qui va se passer en 2019, en fait, ils ont proposé 42% en télésuivi. Alors c'est quoi le télésuivi? Parce que vous allez me dire, bah oui, mais ils les ont trouvés où les docteurs? Mais ils ont dit, bah, en fait, on va développer une nouvelle activité, et puis ça tombe très bien, parce que le télésoin vient d'être valorisé. Enfin, à l'époque, ils n'étaient pas, ils étaient vraiment pionniers. Et ils ont dit, bah, finalement, c'est une infirmière qui va checker cette consultation post-AVC, donc la consultation qu'on aimerait faire à 3 mois, on va dire, on va la proposer à une infirmière qui va checker le LDL, on en est où, l'activité physique, et puis le bilan sujet jeune, et puis le Holter-ECG, et puis la mutation JAK2, qui va tout checker et qui va se référer à son médecin, référent de l'UNV neurovasculaire, en voyant si tel ou tel dossier pose problème. Et quand on voit ça, finalement, on se rend compte que on a gagné du temps, c'est certain, puisqu'entre 2016 et 2019, on a gagné du temps sur cette première consultation post-AVC, qui encore une fois est essentielle, puisque c'est celle où on retrouve la FA, c'est celle où on change de traitement, où on adapte les statines, donc elle est vraiment essentielle. Donc on a gagné du temps. Et puis, ils mettaient un point, alors ce n'était pas l'objet au départ de l'étude, mais en plus, ils ont mis leur taux de décès passé de 10% à 6,3%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, je suis incapable de vous dire il faut aller faire de la téléconsultation par visio en post-AVC des suivis, puisque la démonstration n'est pas faite. On voit bien qu'il y a un élan, qu'il y a quelque chose qui nous encourage à le faire et qu'il faudrait des essais beaucoup plus robustes pour le pratiquer. Mais on voit bien quand même que notre cœur de métier, nos patients, qui sont des patients la plupart du temps handicapés, qui sont des patients qui quand même vivent très mal ce délai en salle d'attente, inconfortable, long, pénible, pour des fois nous voir qu'un quart d'heure. C'est vrai qu'ils se prêtent beaucoup à cette visio de téléconsultation, et on voit bien qu'on peut gagner de la satisfaction patient, de l'amélioration de la qualité de vie, mais j'ai aucune étude pour vous le démontrer. Alors, la question que je me suis dit, c'est finalement, oui, mais le Covid, ça a tout changé. Ah oui, ça a changé. Ça a changé puisque on s'est tous mis à faire à suivre nos patients, et ça, on a vraiment, c'était à cœur, de continuer à proposer un suivi de nos patients par téléconsultation, avec téléconsultation, un mot qui a été un peu galvaudé à l'époque, et puis ça s'est vraiment fait beaucoup essentiellement par téléphone. Mais en tous les cas, on l'a proposé. Mais qu'est-ce qui nous reste de cette période-là? Alors, ce qui nous reste, c'est que on a compris, et ça a été largement publié, que, encore une fois, on ne s'improvise pas à faire de la téléconsultation. C'est-à-dire que surtout sur un patient vierge, neutre, alors là je ne vous parle pas de suivi, mais le premier patient, il faut vraiment être systématique, et maintenant, ça on l'a bien compris. Alors si je reviens à ma question, oui d'accord, mais est-ce que ça a vraiment changé? Alors pour la médecine générale, ça a tout changé. Vous savez que les données de l'assurance maladie nous disent bien 2019, donc vous vous rappelez, droit commun 2018, 2019 avant Covid, 60 000 téléconsultations par an, 2020, 13,6 millions, depuis 2021, on est à 9 millions par an de téléconsultation par visio. Et vous avez vu toutes ces boîtes de téléconsultation qui proposent leurs services avec maintenant directement un accès direct, une consultation d'urgence sans rendez-vous avant. Et donc on voit bien que c'est rentré néanmoins dans le mœurs de nos patients et de beaucoup de médecins de ville. Pour nous, c'est vrai que ça reste plus difficile. Mais je pense qu'il va falloir qu'on repense sa pratique. En tous les cas, moi, ça m'a fait réfléchir sur me dire, mais je pense qu'on fait plusieurs types de consultations. Et qu'est-ce que j'attends de ma consultation? Et puis il y a beaucoup de téléconsultations où on se rend compte que clairement, on n'a pas touché les patients.
On leur a pris l'attention. Bon, ça, on peut peut-être voir comment... Mais on ne les a pas forcément touchés. Ils sont très bien suivis par les rééducateurs. Ils vont gérer mieux que... Il y a plein de choses, en tous les cas pour moi, où je me suis dit, le présentiel sur cette consultation post-AVC, je ne suis pas sûre qu'il m'apporte énormément de choses. Les contraintes, on les voit tout de suite. Il faut qu'on change nos pratiques, c'est évident. Que changer nos pratiques, ça nous demande du temps, parce qu'il faut s'y mettre, il faut s'y investir. Qu'on a peur que ça biaise un peu nos relations médecin-malade. Moi, j'ai trouvé que c'est toujours assez sympathique de s'inviter dans les salles à manger des patients. J'ai appris beaucoup. C'est-à-dire que moi, quand je les vois maintenant, je sais où ils vivent. On a vu voilà, dans quel type d'appartement ou autre. Ça permet aussi de voir les aidants. Les aidants, hein, quand ils travaillent, ils ont du mal à se rendre disponibles pour cette consultation à l'hôpital, dont le délai, on l'a vu, est très long en termes de transport. Donc je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'intérêt. Pour autant, on a des patients âgés, qui ne disposent pas de matériel informatique. On connaît à peu près les chiffres. On dit qu'à peu près, il y a que 43% des patients de plus de 70 ans qui ont un ordinateur à la maison. Donc bien sûr que ça, il faut que ça évolue. Et puis on dit qu'il y a un peu plus d'un patient sur deux qui a un smartphone quand il est âgé. Et les tablettes, ça reste aussi un peu difficile. Donc on voit bien qu'on va être limité, mais on voit bien aussi qu'il va y avoir de plus en plus d'AVC, parce qu'il y a 55% d'AVC supplémentaires, c'est ce qu'on prévoit pour les années 2030, donc il va falloir faire face à ce flux d'AVC, donc à ce flux de suivi, et qu'il va falloir effectivement se mettre à changer un petit peu nos pratiques. Je crois qu'il y a beaucoup de choses. Il va falloir qu'on éduque nos patients parce que, encore une fois, on ne s'improvise pas, autant le docteur que le patient, à faire cette nouvelle modalité de consultation. Et que le patient, il va falloir aussi le repenser, qu'il devienne très participatif dans cette prise en charge. C'est-à-dire vraiment, de plus en plus, il faut qu'il se prenne l'attention lui-même, qu'il sache se peser et qu'on n'ait pas toujours cette consultation-là le moyen pour le faire. Donc, en conclusion... Alors, je suis un peu navrée parce que je ne peux pas vous démontrer, puisqu'on n'a pas les études pour ça, pour démontrer l'intérêt d'une consultation, d'une téléconsultation de suivi. En tout cas, moi, j'en suis réellement convaincue, mais la démonstration n'est pas faite. On voit bien qu'il y a quand même des composantes à prendre en compte, cette population âgée, cette population avec un déclin cognitif possible, et puis l'outil numérique. Donc, on voit aussi qu'on va s'aider de l'aidant. On voit aussi qu'on ne va pas pouvoir faire toutes les téléconsultations, mais il va falloir, et du fait que le télésoin est en plus dans le droit courant, il va falloir impliquer nos infirmières. Et l'idée de Besançon, c'est vraiment... Alors aujourd'hui, Besançon, ils le font aussi beaucoup par téléphone, mais l'idée, c'est de lancer un petit peu nos infirmières, et ça va être toute la place, probablement, en tous les cas, une grande place pour nos IPA, pour ce genre de consultation intermédiaire. Voilà, je vous remercie de votre attention.